bonjour à toutes et tous. Merci au laboratoire MSD de m'avoir à nouveau invité, particulièrement à Sylvie de Gégère et Sébastien Binot, pour vous parler donc de la prise en charge du patient diabétique avec insuffisance rénale. Alors, ce que vous voyez, c'est que j'ai rajouté un sous-titre par rapport au programme initial, une prise en charge de l'hyperglycémie. Effectivement, c'est en fait la commande qui m'avait été faite. Et pendant que vous voyez ma déclaration publique d'intérêt, je vous précise donc que je ne vous parlerai pas du tout de l'approche diététique, de l'arrêt du tabac, du traitement de l'hypertension, de l'utilisation des bloqueurs du système rénine-angiotensin ou du traitement de la dyslipidémie, mais je me focaliserai uniquement sur le traitement de l'hyperglycémie. Alors, l'épidémiologie n'est pas le sujet, mais je vais quand même en dire un mot. Bernard l'a dit en introduction. On considère qu'environ 30%, en prévalence, 30% des patients qui ont un diabète de type 2 ont une maladie rénale chronique. Et si on regarde en incidence, j'ai pris une seule diapo du registre Rhin, donc le registre français des traitements de suppléance de l'insuffisance rénale chronique dans son dernier rapport qui concerne donc les données jusqu'à l'année 2013. Et vous avez ici l'incidence de l'insuffisance rénale terminale selon qu'elle est associée en courbe en rouge ou non, la courbe en bleu, au diabète et l'évolution de l'âge médian. Les deux sont importants. Et vous voyez finalement ça, je crois que c'est Étienne qui nous a montré ces courbes, Étienne Larger, en disant qu'on avait fait de gros progrès dans la diminution de la prévalence des complications chez le patient diabétique, sauf peut-être dans l'insuffisance rénale. Et vous voyez qu'ici, il y a une certaine stabilité et peut-être même une petite détérioration sur les 2 dernières années. Mais si on revient un peu plus en arrière, en 2006 par exemple, vous voyez qu'en 2013, les patients qui ont un diabète comptent pour 41% de tous les patients qui arrivent au stade de la suppléance rénale. En 2006, c'était 35%. Donc vous voyez qu'on est quand même en augmentation et que les patients diabétiques représentent un nombre de plus en plus important au sein de cette cohorte de patients insuffisants rénaux terminaux. Alors la question finalement qu'on peut se poser, c'est est-ce que le traitement intensif du diabète réduit le risque de déclin de la fonction rénale? C'est-à-dire que finalement, est-ce que cette évolution épidémiologique est inéluctable ou est-ce qu'en plus de toutes les autres armes dont je vous ai parlé en introduction, mais que je n'aborderai pas, est-ce qu'on peut aussi jouer sur la glycémie pour réduire le déclin de la fonction rénale? Alors, je dirais que oui, la réponse est oui, et je voudrais, pour illustrer cette réponse, vous montrer les données de l'étude Advance. Donc, Étienne et Ronan m'ont facilité la tâche, je n'ai pas besoin de revenir sur ces études de contrôle intensif versus contrôle conventionnel. Dans l'étude Advance, vous voyez que, et ça a été publié ultérieurement en 2013, vous voyez qu'on a une diminution de 65% du endpoint le plus dur sur le plan clinique, qui est l'arrivée en dialyse ou en transplantation, donc méthode de suppléance rénale, entre les patients du bras intensif et les patients de la cohorte du bras contrôle. Alors, vous allez me dire, oui, mais la grande majorité de ces patients-là n'étaient pas insuffisants rénaux, n'avaient pas de maladie rénale chronique au début de l'étude. Et finalement, ce que l'on veut savoir, c'est lorsqu'ils sont déjà dans la maladie rénale chronique, est-ce qu'il y a un intérêt? Dans l'étude Advance, effectivement, la majorité des patients n'avaient pas de maladie rénale chronique au début, mais vous voyez qu'il y a quand même 20% qui ont au moins un stade 3, voire plus, dans cette étude. Et quand on regarde l'analyse en sous-groupe et qu'on s'intéresse à ces patients qui ont soit un débit de filtration glomérulaire en dessous de 60, soit un débit de filtration glomérulaire en dessous de 60 et une albuminurie, vous voyez que le hazard ratio est similaire à celui de la population totale et qu'il n'y a aucune interaction, le petit p est négatif. Donc oui, le traitement intensif du diabète réduit le risque de déclin de la fonction rénale, y compris chez des patients qui ont déjà une maladie rénale chronique ou une insuffisance rénale chronique. Donc ça me permet de construire cette figure que je vais essayer de construire au fur et à mesure de cet exposé. Le traitement intensif du diabète permet la prévention de l'aggravation de la maladie rénale chronique. Alors le problème, le hic, c'est qu'effectivement, ça augmente le risque de mortalité toute cause et de mortalité cardiovasculaire, ce traitement intensif. Donc on est devant un dilemme. Et pour illustrer ça, je vous montre, là, c'est l'étude Accor, vous connaissez ces courbes. Là aussi, c'est un travail qui a été publié à partir des données Accor, mais ultérieurement, vous voyez ici dans le Kidney International en 2015. Cette première figure vous montre qu'on a été aussi efficace chez les patients qui avaient une maladie rénale chronique. Donc là, c'était, au sens large, c'était du stade 1, c'était à partir du stade 1 de la maladie rénale chronique. Mais vous voyez qu'on a été aussi efficace chez ces patients. Ils sont donc en
en bleu plein, par rapport aux patients qui n'ont pas de maladie rénale chronique, on a les mêmes hémoglobines glyquées tout au long de l'étude, aussi bien dans le groupe interventionnel que dans le groupe conventionnel. Et les figures intéressantes, c'est celle-là. Il y a deux messages ici. Donc vous avez sur la partie gauche les patients qui n'ont pas de maladie rénale et sur la partie droite les patients qui ont une maladie rénale au début de l'étude. Et vous avez donc les panneaux du haut, la mortalité cardiovasculaire, et en bas la mortalité toute cause. Deux messages. Le premier, bien connu, mais que souligne cette étude, c'est que les patients qui ont une maladie diabétique, qui ont une maladie rénale chronique, payent un lourd tribut, aussi bien en termes de mortalité cardiovasculaire que de mortalité totale. Vous voyez que ce soit dans le groupe conventionnel ou dans le groupe intensif, eh bien, la survie sans mortalité, qu'elle soit cardiovasculaire ou toute cause, est bien plus importante que celle des patients qui n'ont pas de maladie rénale chronique. Et la deuxième, donc on vous a montré déjà plusieurs fois ce matin que dans l'étude ACCORD, le traitement intensif augmentait la mortalité cardiovasculaire de manière non significative et la mortalité totale de manière significative. Et vous voyez que finalement, cette augmentation de la mortalité ne se retrouve que chez les patients qui ont une maladie rénale chronique. Les courbes sont parfaitement superposables chez les patients qui n'ont pas de maladie rénale chronique, mais elles ne le sont pas ici, et ça n'est significatif que chez les patients qui ont une maladie rénale chronique. Donc voilà la figure qui se construit un peu plus. Oui, le traitement intensif permet la prévention de l'aggravation de la maladie rénale chronique, mais d'un autre côté, ça augmente la mortalité totale et cardiovasculaire. Et en plus, vous savez qu'il n'y a pas photo en termes de nombre d'événements. Je ne vous ai pas mis les événements, mais on a beaucoup plus de décès, de mortalité totale et cardiovasculaire, que l'on économise, si je peux parler ainsi, de patients qui arrivent au stade terminal de l'insuffisance rénale. Donc il y a un problème. Alors, simplement pour vous dire, ça vous a été montré aussi par Ronan, que finalement, c'est à partir de toutes ces études, ACCORD en particulier, que nos recommandations ont inclus une personnalisation de la cible d'hémoglobine glyquée. Et vous voyez que chez les patients qui sont au stade d'insuffisance rénale sévère, stade 4-5, eh bien, la cible d'hémoglobine glyquée conseillée est de moins de 8%, donc à partir de ces études. Alors, quelle est la cause de cette surmortalité chez ces patients? On ne peut pas l'affirmer, il reste encore un point d'interrogation, mais je veux dire que même si on n'a pas pu condamner les hypoglycémies sévères, jusqu'à présent, elles restent quand même toujours suspectes. On n'a jamais pu non plus les innocenter complètement. Et effectivement, les hypoglycémies sévères, elles sont 3 fois plus fréquentes dans le groupe intensif d'ACCORD que dans le groupe standard. Et quand vous regardez la figure en dessous, eh bien, les patients qui ont expérimenté au moins un épisode d'hypoglycémie sévère, que ce soit dans le groupe intensif et encore plus dans le groupe standard, vous voyez qu'ils ont une association à une mortalité totale, ici 2 fois plus élevée dans le groupe intensif et jusqu'à 5 fois plus élevée dans le groupe standard. Donc, relation de cause à effet, on ne peut pas l'affirmer complètement, mais ça reste pour moi le suspect numéro 1. Donc, voici les hypoglycémies. On a une augmentation des hypoglycémies par le traitement intensif, et puis peut-être, il y a un point d'interrogation, mais que c'est peut-être par ce biais-là, en tout ou partie, qu'on a une augmentation de la mortalité totale et cardiovasculaire. Et bien entendu, cette augmentation du risque hypoglycémique, il vient du fait que dans les groupes du traitement intensif, on utilise beaucoup plus d'antidiabétiques hypoglycémiants au sens strict du terme, c'est-à-dire l'insuline ou les insulinosécréteurs. Alors, ce qui vient compliquer la chose quand on s'intéresse, et c'est mon sujet, aux patients qui ont un diabète et une insuffisance rénale chronique, c'est que l'insuffisance rénale augmente le risque d'hypoglycémie sévère. J'aurais pu vous montrer plein de données, mais j'ai choisi une étude récente, l'étude en pareil, pour vous illustrer ce point. Alors, je vais faire ça old fashion, avec une animation. Donc, on va déjà regarder entre les groupes placebo. Donc, vous avez déjà sur la partie gauche, ici, les patients qui ont un débit de filtration glomérulaire à moins de 50 ml par minute au début de l'étude, et ceux ici qui sont à plus de 60. Et vous voyez que là, on va comparer groupe placebo et groupe interventionnel séparément. Quand on regarde ici les hypoglycémies, qu'elles soient n'importe laquelle, et puis on va regarder les hypoglycémies sévères, vous voyez qu'on a 3 fois plus d'hypoglycémies sévères chez les patients qui ont un débit de filtration glomérulaire à moins de 60 par rapport à ceux qui sont à plus de 60. Et si on s'intéresse au groupe empagliflozine, de manière intéressante, on voit que c'est la même chose, un peu moins, c'est 2 fois moins seulement,
mais parce que effectivement, dans le groupe empagliflozine, on a moins de traitements, je vous le remontrerai à propos d'autres études, on a moins de traitements qui peuvent entraîner des hypoglycémies parce que ça a été intensifié dans le groupe placebo plus souvent par des médicaments hypoglycémiants. Donc ça augmente, l'insuffisance rénale augmente le risque d'hypoglycémie, essentiellement, il y a d'autres causes que je ne vous rappelle pas ici, mais essentiellement parce qu'on a une limitation, où on avait une limitation des antidiabétiques utilisables au profit des molécules hypoglycémiantes. J'ai pris, pour illustrer ça, un papier assez récent dans NDT qui reprend tous les médicaments hypoglycémiants chez les patients qui ont une maladie rénale chronique. Alors vous avez ici tout en haut le stade de la maladie rénale, donc là on s'intéresse nous ici principalement à cette partie-là, c'est-à-dire inférieure à 60. Vous voyez que la metformine, ils ont intégré les nouvelles recommandations qui nous permettent d'utiliser la metformine jusqu'au stade de 30 ml par minute. Ce que vous voyez aussi, c'est que finalement on a des sulfamides là qui sont soit en jaune pour le glyclaside, c'est-à-dire que l'on peut à dose plus modérée, en augmentant doucement la dose, on peut l'utiliser jusqu'au stade de dialyse, et de la même façon pour le glipizide, il n'y a que le glyburide qui n'a pas cité dans ce papier. Et pour le répaglinide, vous voyez qu'on peut également, sans ajustement, l'utiliser jusqu'au stade, en tous les cas, au-delà du stade 4, avec en dialyse une expérience limitée. Alors effectivement, quand on regarde dans la vraie vie, et je vous ai mis ici un papier d'un travail qu'on avait fait chez des patients, enfin à partir de médecins généralistes essentiellement et de diabétologues qui ont inclus 3 patients, on leur demandait d'inclure 2 patients qui ont une maladie rénale chronique selon eux et un patient qui n'a pas de maladie rénale chronique. Je vous ai mis ici que les résultats d'une sous-étude de l'étude Auredia qui s'intéresse uniquement aux patients, ça représentait environ un quart d'entre eux, qui étaient âgés de plus de 75 ans. Vous voyez, il y avait 3704 patients au total. Et donc, on a classé ensuite les patients selon leur débit de filtration glomérulaire et on a regardé les médicaments qu'ils avaient de manière transversale. Et ce qu'on peut voir effectivement, au fur et à mesure que se dégrade la fonction rénale, eh bien qu'on a une augmentation de l'utilisation de l'insuline, ça paraît tout à fait logique. On voit qu'on a une diminution des sulfamides, mais qu'au stade de l'insuffisance rénale sévère avancée, il y a encore 20% des patients qui en ont. Je vous rappelle, ils ont plus de 75 ans. Vous voyez ici l'augmentation de l'utilisation des glinides au fur et à mesure que se dégrade, de telle sorte que si on rajoute les sulfamides et les glinides, on est à 40% des patients, plus tous ceux qui ont de l'insuline, alors que les inhibiteurs de la DPP4, vous voyez, passent de environ un peu moins de 40% chez les patients qui n'ont pas d'atteinte rénale et diminuent jusqu'à 20% chez ceux qui ont une atteinte rénale sévère. On n'a pas été les seuls à montrer ça. Dans une étude où le nombre de patients était un peu plus élevé, presque 150 000, dans l'Ontario, et sur une période, vous voyez, de 2004 à 2012, les auteurs ont regardé quelle était l'évolution chez des patients dont le taux de filtration glomérulaire était moins de 60 ml par minute, donc ce sont ces grandes bases de données des Nord-Américains. Ils ont regardé l'évolution des médicaments au fil du temps. Donc c'est intéressant de voir que la metformine tout en haut, ça augmente. Je pense que les nouvelles recommandations qui autorisent de l'utiliser jusqu'à 30, ils sont pour quelque chose. Et puis on a une diminution importante du glyburide, le glibenclamide, qu'on devrait vraiment proscrire avec un O de notre pharmacopée pour les patients, et au dépens en fait, d'une augmentation ici du glyclaside qui est arrivé sur le marché ici en 2006, le glyclaside à libération prolongée. Et vous voyez qu'on a jusqu'à 30% des patients qui sont traités par glyclaside. Et puis enfin, ici, on a la sitagliptine qui a été commercialisée en 2010, mais vous voyez avec un nombre de patients qui est encore faible par rapport à ceux qui sont traités par sulfamide. Alors les sulfamides, effectivement, alors ce tableau n'est pas très lisible, mais je vais vous en donner les grandes lignes. C'est une étude qui a été réalisée en Grande-Bretagne à partir du registre de soins primaires britanniques entre 2004 et 2012. Là encore, vous voyez un nombre de personnes années très, très conséquent. Et ils ont regardé les patients qui étaient traités en monothérapie, soit par metformine, soit par sulfamide, quelle que soit la classe des sulfamides, en différenciant ceux qui ont des métabolites actifs et ceux qui ont des métabolites inactifs. Ceux avec métabolites inactifs étant en général dans les recommandations ceux proposés pour traiter les patients insuffisants rénaux chroniques.
Ce que l'on voit, c'est qu'en comparaison à la metformine, déjà, chez tous les patients, on a une augmentation du risque d'hypoglycémie de 2,5, ça paraît assez logique. Et quand on regarde en fonction du degré de la fonction rénale, vous voyez que les patients qui ont une insuffisance rénale à moins de 30 millilitres minute, ils ont une augmentation par 5. Donc ça vient confirmer le risque d'hypoglycémie sévère chez ces patients insuffisants rénaux. Et puis ceux qui sont entre 30 et 59 millilitres par minute, ils ont une augmentation du risque de 2,69. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a aucune différence, quel que soit le sulfamide que l'on utilise, que ce soit du glyclaside ou le glipizide ou ceux qui ont des métabolites actifs, tous donnent un taux d'hypoglycémie équivalent et élevé. Et enfin, pour le répaglinide, vous savez que cette molécule a très bonne presse auprès de nos collègues néphrologues et auprès de nous aussi, diabétologues, chez les insuffisants rénaux. Ça repose finalement sur une seule étude qui est celle-ci, publiée dans Diabetes Care, il y a maintenant 13 ans, et avec un nombre de patients, vous voyez, très peu important, et qui, après un run-in de 3 mois, a traité les patients par répaglinide en monothérapie pendant 3 mois. Donc en run-in, on avait ici un taux d'hypoglycémie qui était plus important chez les patients qui étaient en insuffisance rénale extrême. Ce n'était pas la même classification que maintenant, mais vous voyez qu'après, pendant la période de traitement, il n'y avait pas d'augmentation du risque d'hypoglycémie sévère notée dans cette étude, et c'est uniquement à partir de cette donnée que le répaglinide a bonne presse. Et pourtant, alors on n'a pas beaucoup d'études pour vérifier ça. On en a une qui a été réalisée en France par Serge Alimi dans son fief de Grenoble, où il a pendant une année colligé tous les cas d'hypoglycémie sévère nécessitant une hospitalisation. Il a montré que c'était les patients âgés, 30% avaient plus de 80 ans, une petite moitié était en insuffisance rénale, et il a regardé les molécules responsables. Pour 2 tiers d'entre elles, c'était de l'insuline. Pour le tiers restant, c'était partagé entre sulfamide hypoglycémiant et puis autres traitements, mais quand on regarde en fait dans le détail, autres traitements, c'était tous des patients traités par répaglinide. Donc soyons attentifs, le répaglinide n'est absolument pas neutre dans la survenue des hypoglycémies chez ces patients insuffisants rénaux chroniques et âgés. Donc voilà le tableau qui se complète. On a le traitement intensif qui va donner des hypoglycémies, d'autant plus que le patient est en insuffisance rénale chronique parce qu'on utilise des molécules qui donnent des hypoglycémies. Alors, finalement, l'hypothèse, quand on a vu Accor, un certain nombre d'entre nous se sont dit l'étude qu'il faudrait faire, finalement, c'est faire une étude d'intensification du traitement du diabète en utilisant des molécules qui n'augmentent pas le risque hypoglycémique. Alors, l'hypothèse, c'est si on enlève les antidiabétiques hypoglycémiants au sens strict, est-ce que l'on va effectivement, on peut s'attendre à ce qu'on n'augmente pas le risque hypoglycémique avec le traitement intensif, et peut-être, si cette hypothèse est bonne, qu'on ne voit pas d'augmentation de la mortalité totale et cardiovasculaire, et qu'en fin de compte, on n'ait que le bon côté, c'est-à-dire la prévention de l'aggravation de la maladie rénale chronique. Alors, on n'a pas de telle étude, mais finalement, ce serait, pouvoir intensifier, comme dans Accor, mais sans les hypoglycémies sévères. Ceci dit, et Ronan, finalement, ça fait écho aussi à ce que vous a montré Ronan, on a quand même 2 études récentes, Leader et Sustain, qu'on peut considérer, elles ne sont pas dessinées comme ça, c'est des études de non-infériorité en termes de sécurité cardiovasculaire, et puis c'est des études qui sont dessinées normalement pour essayer de limiter au maximum la différence en termes d'hémoglobine glyquée. Mais vous voyez que finalement, dans Leader, ils n'y sont pas vraiment parvenus. Alors certes, on a une différence qui paraît faible à 0,4%, mais c'est seulement à 36 mois. Et comme vous l'a montré Ronan, on a une aire sous la courbe ici qui n'est pas nulle. Et c'est encore plus vrai dans Sustain, avec une diminution de l'hémoglobine glyquée, vous voyez entre les 2 bras, qui va jusqu'à 1,1% à peu près, et qui est du même ordre de grandeur que ce qu'on avait dans Accor. Et finalement, qu'est-ce qu'on constate dans ces études? On constate qu'effectivement, on a intensifié beaucoup plus par les traitements antidiabétiques dans le groupe contrôle, qui avait un placebo. On a plus intensifié, plus 30% par des sulfonylurées, plus 34% par de l'insuline, ça c'est dans Leader. Et puis vous voyez ici, un quart des patients ont été intensifiés par l'insuline dans le groupe placebo, contre une dizaine de pourcents dans l'étude Sustain, et pareil, la moitié plus, 50% de plus des patients ont été intensifiés par des sulfonylurées ou des glinides.
Effectivement. Alors, est-ce qu'on a moins d'hypoglycémie? Eh bien, la réponse est oui. Vous voyez, malgré une amélioration notable de l'hémoglobine glyquée, dans Accord, on a ici 40%, 30% d'hypoglycémie sévère en moins. Et puis, dans l'étude Susten, le tableau est un peu moins lisible. Faites-moi confiance, il n'y a aucune différence en termes d'hypoglycémie, malgré un gain de plus de 1 point en termes d'hémoglobine glyquée. Alors, on a une hémoglobine glyquée plus basse avec moins d'antidiabétiques hypoglycémiants et puis pas plus ou moins d'hypoglycémie. Donc, est-ce que la dernière partie de l'hypothèse est vraie? C'est-à-dire, est-ce qu'on a une diminution ou du moins pas d'augmentation de la morbimortalité cardiovasculaire? Ben oui, on a moins d'événements cardiovasculaires et même de manière significative, à la fois dans LEADER et dans SUSTAIN, et on n'a même pas d'augmentation de la mortalité totale, et on a même une diminution de cette mortalité totale de manière significative dans LEADER. Alors vous voyez qu'effectivement, ce n'est pas des études dessinées pour, et que c'est indirect, mais que c'est quand même pas inintéressant. Alors, d'autant que tout ce que je viens de vous dire là sur le bénéfice en termes cardiovasculaires, eh bien, on l'observe dans le sous-groupe des patients, ici c'est de l'étude LEADER, qui ont, et particulièrement avec un petit P qui est interactif pour l'interaction, qui est significatif pour l'interaction, particulièrement chez les patients qui ont un débit de filtration glomérulaire à moins de 60, et puis un hazard ratio qui, bien sûr, il y a peu d'événements, mais pour les patients qui ont moins de 30, il n'y a pas non plus de différence notable en termes du hazard ratio. Alors, en conclusion, quelques recommandations pratiques à partir de ce que je vous ai montré. C'est-à-dire que pour les patients diabétiques de type 2 qui ont un débit de filtration entre 50 et 30, eh bien, on peut maintenant, et il faut maintenir la metformine à dose réduite. Vous avez vu que le liraglutide a un effet bénéfique en termes d'hypoglycémie moindre. Il est efficace sur la glycémie, y compris chez les patients insuffisants rénaux, et il permet également de réduire la morbimortalité. Le liraglutide, les agonistes du GLP-1 sont des médicaments qui assez souvent sont pas tolérés. Donc dans la situation où ces agonistes sont pas tolérés, le meilleur inhibiteur des PP4, qui a également montré sa sécurité, des preuves de sécurité cardiovasculaire et rénale grâce à l'étude TECOS, est à mon avis le premier à mettre en avant, donc à dose réduite, 50 mg, en attendant bien entendu les glyphosines. J'en ai pas parlé puisqu'elles ne sont pas encore commercialisées, donc je ne me suis pas attardé dessus. Pour les patients qui ont un débit de filtration à moins de 30, là, on a la seule qui est autorisée en France, enfin que l'on peut utiliser en France parce que les autres n'ont pas le dosage adéquat, c'est la vildagliptine à 50 mg. Et à tous les stades, si on n'atteint pas l'objectif d'hémoglobine glyquée, qui peut-être ultérieurement pourra être révisé à la baisse chez certains patients qui ont une espérance de vie suffisamment prolongée, comme l'a dit Ronan, eh bien du répaglinide, peut-être à dose très progressive, et puis une insuline basale. Et cette stratégie devrait permettre d'éviter, dans un certain nombre de cas, le recours au basalbolus, qui est le plus grand pourvoyeur d'hypoglycémie sévère. Mon avant-dernière diapositive, pour vous montrer que c'est exactement ce que préconisent nos collègues suisses des sociétés savantes de diabéto et d'endocrino. Chez des patients, vous voyez, qui ont moins de 45 ou moins de 30 millilitres par minute, vous voyez que dans les deux cas, les sulfamides sont proscrits et qu'on utilise metformine, inhibiteur SGLT2 qui est commercialisé chez eux, agoniste du récepteur du GLP1, inhibiteur du DPP4, y compris pour les derniers en dessous de 30 millilitres par minute, et puis l'insuline, généralement basale. Donc, ce que je viens de vous dire, finalement, est appuyé par ces recommandations. Et ma dernière diapositive, finalement, on peut espérer, grâce à ces données, et on peut dire que le traitement intensif, en évitant les antidiabétiques hypoglycémiants, n'entraîne pas de risque accru d'hypoglycémie, et donc n'entraîne pas d'augmentation de la mortalité totale et cardiovasculaire, voire une diminution de cette morbimortalité cardiovasculaire, et donc peut permettre de prévenir l'aggravation des maladies rénales chroniques, y compris en prévention rénale secondaire. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Freddy. C'était un exposé formidable. Ronan Roussel peut nous rejoindre. On a le temps pour 5 minutes de questions. Enfin, moi, j'ai été sensible dans ton exposé à plein de choses, mais je ne comprends pas pourquoi, tu l'as dit, je le dis plus fort, en 2016, on continue de prescrire du répaglinide, du Novonorm. Franchement, je ne comprends pas pourquoi. Alors, en 2003, au nom de l'étude que tu as montrée, OK, mais je disais tout à l'heure qu'on était à l'ère des incrétines.
Franchement, je ne vois pas pourquoi on continue à prescrire du Novonorm. Ça me surprend. C'est que les gens ont du mal à passer de 2003-2016. Oui, enfin voilà, les habitudes ont la vie dure, hein, et cette étude a été très bien diffusée. C'est tout à fait étonnant, mais parce que c'était un peu la seule chose qu'on avait à l'époque. On s'est dit, tiens, ah ça y est, on a une molécule qu'on peut utiliser en dehors de l'insuline et pour éviter les sulfamides. Mais effectivement, je suis bien sûr d'accord. À l'époque, c'était vrai, mais moins maintenant. Alors, on a 3 questions Internet. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Oui, je vous en prie. Priorité à la salle. Allez-y. Oui, pardon. Bonjour, François Diavard Dunkerque. J'ai 2 remarques et 2 questions, une pour chacun des orateurs. Ronan Roussel, je suis très content d'être venu parce que j'ai lu le papier dans Circulation et je pense que ça va peut-être rétablir les choses, cette manière de faire, tout au fond. Ça va peut-être voir s'il y a isotropie entre la courbe ascendante et descendante, et c'est le travail qu'il fallait faire. Comme ça, c'est la remarque, et bravo. Je suis comme Michel Kranf très dubitatif sur le fait d'inclure l'étude japonaise qui fausse légèrement les choses. On a un taux d'événement, j'ai regardé, qui est de moins de 1% par an et qui, quand on la retire, baisse la valeur de la droite de 25%, ce qui n'est pas rien. Et je pense que les présentations gagneraient à chaque fois à être présentées avec et sans cette étude. Et ma question est la suivante. La première année du traitement, dans toutes ces études, sur des études qui sont souvent assez courtes, l'hémoglobine glyquée peut baisser en 3 semaines, en 6 mois ou en 1 an. On va avoir un point de départ, par exemple, 8 et 7. Comment est prise en compte dans l'intégrale, enfin dans l'aire sous la courbe, cette différence? Est-ce que ça compte, si on passe de 8 à 7 à 1 an, ça compte pour 1 point? Ou si on passe au bout de 3 mois ou de 6 mois, ça compte pour un demi-point? Comment est fait le calcul de l'aire sous la courbe quand on n'a que des points isolés? Alors, le calcul, ce n'est jamais qu'une approximation très, très grossière. Pour certaines études, il n'était pas possible de le faire de cette façon-là. Et j'ai simplement pris le produit de la médiane d'HbA1c et de la médiane de durée du diabète quand cette information a été donnée. Et sinon, j'ai appliqué une règle des trapèzes, c'est-à-dire que le point est multiplié par la durée répartie régulièrement qui l'entoure, quoi, c'est tout. Donc voilà, c'est une approximation très, très, très grossière de l'exposition, je le reconnais. Cela dit, on partait du paquet année des pneumologues, donc qui n'est pas très précise non plus. Il va rester une petite part d'incertitude dans le... je le reconnais, bien sûr. Votre question suivante, parce que... Et la question suivante, c'est que je suis toujours très gêné quand on présente Advance comme montrant que la glycémie ou le glycaside ou une surveillance plus intensive d'un côté que de l'autre apporte un bénéfice rénal, parce qu'on ne peut l'attribuer à aucun des 3, puisqu'il y a 3 hypothèses testées, d'autant que l'étude étant en ouvert, la pression artérielle qui est strictement identique dans le bras glycémie au départ dans les 2 groupes est significativement différente à la fin. Et est-ce que l'effet constaté sur le pronostic rénal, qui est le seul dans Advance Glycémie, n'est pas lié au fait qu'il y a une différence de pression entre les groupes? À ma connaissance, il n'y a pas de différence de pression artérielle entre le groupe intensif et le groupe conventionnel. Il y a un autre design qui étudiait effectivement la tension artérielle, mais je suis un peu déçu que vous ne m'ayez pas posé une question mathématique. Mais... Non, je peux vous garantir, regardez les caractéristiques de base. Au départ et à l'arrivée, la pression artérielle systolique est significativement différente. Y compris dans le groupe glycémie. Il y a plus de 6 dans le groupe glycémie, de mercure oui, de différence entre les deux. C'est une étude ouverte avec une différence de prise en charge. Un groupe est pris en charge plus régulièrement pour atteindre la cible et l'autre est pris en charge beaucoup plus lâchement. Donc dire que le résultat est lié à la glycémie... Alors, c'est vrai que je vous ai montré ce travail parce que c'est un des plus démonstratifs dans ce domaine-là, mais c'est vrai qu'il y a les études récentes, là, actuelles, par exemple, l'étude Leader montre également ça. Alors après, est-ce que c'est dû à l'effet de la molécule ou est-ce que c'est dû également au gain en matière d'hémoglobine glyquée dans Leader? Ça, on ne peut pas encore y répondre formellement. Mais... Il y a aussi une baisse de pression artérielle. On va prendre une des 3 questions Internet pour des raisons de temps, une seule, puis on clôturera cette session. C'est une question pour Freddy Penfornis. À quelle fréquence est-ce que tu surveilles la fonction rénale chez un diabétique?
Bien, dans les recommandations, quand les patients n'ont pas de maladie rénale chronique, c'est une fois par an. Hein, voilà, une fois par an. Et puis ensuite, c'est au fur et à mesure qu'elles se dégradent. Alors les néphrologues ont un bon moyen. Je crois qu'ils regardent le débit de filtration. Quand on est à 60 ml par minute, c'est 2 fois par an. Quand on est à 40, c'est 3 fois par an. Vous voyez, 60, ça fait 6 mois. 40, c'est tous les 4 mois. 30, tous les 3 mois, etc. etc. Voilà, je crois que c'est un moyen mnémotechnique qui est simple. Et plus souvent si ça se dégrade vite.